Bonjour. Comme on le sait tous, la rougeole est en réémergence depuis quelques années. C'est le cas au niveau mondial et en particulier dans les différents pays occidentaux comme le Canada. Donc, on va parler de cette réémergence, mais avant tout, on va commencer par apprendre un petit peu plus sur le virus qui cause cette maladie, qui est donc le virus de la rougeole, la façon dont il se transmet et les symptômes de la maladie, euh, ainsi que des différentes méthodes pour s'en protéger. Premièrement, on commence par un petit schéma euh, très simple, très vulgarisé des principaux symptômes de la rougeole simple. Donc là, on ne parle pas des complications, on parle des symptômes les plus communs que presque toutes les personnes infectées connaissent. On reviendra un petit peu plus tard sur ces symptômes. On va remercier le CHU Sainte-Justine pour avoir fourni ce petit schéma. Donc, commençons par parler du virus lui-même. Alors, le virus de la rougeole appartient à la famille des paramyxovirus. C'est un virus à ARN, donc son génome est sous forme d'ARN plutôt que d'ADN. C'est un virus qui est enveloppé. Donc ici, on voit un cliché de microscopie électronique de ce virus qui a été colorisé artificiellement, évidemment, pour faire ressortir les protéines de surface de ce virus qui sont responsables pour l'entrée dans les cellules. Ce virus est capable d'infecter plusieurs types cellulaires euh, et euh, cette spécificité, ce spectre d'infection cellulaire va avoir des conséquences sur la pathogénèse et sur les modes de transmission. Donc, le virus est acquis via les voies respiratoires, donc par inhalation de particules de salive ou de sécrétions nasales qui ont été émises par les personnes infectées lorsqu'elles toussent ou lorsqu'elles éternuent. Et lorsque le virus entre au contact avec la muqueuse respiratoire, au sein de cette muqueuse, il va être capable d'infecter notamment des macrophages alvéolaires et des cellules dendritiques. Donc ça va permettre au virus d'initier l'infection et aussi de se disséminer dans le système immunitaire, puisque ce sont des cellules du système immunitaire. Et le virus, une fois dans les organes lymphoïdes secondaires, tels que des ganglions lymphatiques, va pouvoir infecter essentiellement des lymphocytes, donc lymphocytes T et lymphocytes B. Ce sont les cellules qui vont être le plus infectées par ce virus, euh, avec des conséquences sur les capacités de réponse immunitaire des personnes infectées. Euh, donc, je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir un, un phénomène d'immunosuppression lorsqu'on est infecté par ce virus. Le virus va pouvoir se propager par le sang, en plus d'être propagé par les voies lymphatiques. Et euh, il va pouvoir notamment atteindre les cellules épithéliales des voies respiratoires et infecter ces cellules, d'ailleurs en utilisant un récepteur moléculaire qui est différent de celui qui est utilisé pour infecter les lymphocytes. Et cette présence dans les cellules épithéliales des voies respiratoires va amener à ce que ce virus soit
donc présents dans ce qu'on appelle la lumière des voies respiratoires et donc qu'ils puissent être transmis à d'autres personnes, donc par comme je le disais, des gouttelettes de salive ou des gouttelettes de, de sécrétion nasale ou de mucus, ou un mélange de tout ça. OK. Chose importante à comprendre pour ce qui est du virus de la rougeole, c'est que l'humain, c'est le seul réservoir pour ce virus. Donc, je rappelle que la définition d'un réservoir, c'est une espèce animale, dans ce cas-ci, euh, dans laquelle non seulement le virus se réplique, mais une espèce qui est capable d'émettre le virus en quantité suffisante pour pouvoir infecter d'autres individus. Donc, il y a quelques autres animaux qui sont capables d'être infectés par le virus de la rougeole. Donc, ils sont utiles pour servir, par exemple, de modèle animal en laboratoire, mais ils ne sont pas des réservoirs pour ce virus. C'est parce qu'ils ne transmettent pas n'émettent pas de virus en quantité suffisante pour infecter d'autres individus ou d'autres espèces. Donc, l'humain est le seul réservoir. Et la conséquence de ça, c'est que on peut tout à fait euh, envisager d'éradiquer complètement la rougeole dans l'espèce humaine si on parvient à empêcher toutes les nouvelles infections, essentiellement via la vaccination. Alors parlons un petit peu plus de transmission du virus de la rougeole. Euh, Premièrement, il faut comprendre que ce virus est un des virus humains euh, qui est le plus transmissible. Ok. On est capable de calculer ou d'approximer, en tout cas, le nombre de personnes euh, qui vont être infectées par chaque personne infectée, dans des conditions où il n'y a rien qui interfère évidemment avec la propagation du virus, c'est-à-dire dans les conditions où les personnes ne sont pas immunisées, les personnes ne reçoivent aucun traitement particulier. Et ce facteur de reproduction qu'on appelle le R0, il est entre 12 et 18. Donc ici, dans ce graphe qui montre des facteurs de reproduction estimés pour différents virus, vous voyez que le virus de la rougeole est en tête, loin devant d'autres virus. Euh, je dois dire que il y a d'autres virus sur ce graphe, notamment le SARS-CoV-2, qui est le virus de la COVID-19, ainsi que des virus influenza, vous les voyez ici, vous les voyez ici aussi, euh, pour lesquels le R0 est sous-estimé sur ce graphe. Donc, si on veut parler une seconde du virus de la COVID-19, l'estimation qui est indiquée ici, c'est-à-dire à peu près 3, c'est pour le virus de 2020, les premières souches de COVID-19 à être présentes dans l'espèce humaine. À partir du moment où les souches Omicron sont devenues les souches majoritaires, ce R0 a significativement augmenté. De plus, on sait très bien que le calcul du R0 pour la COVID-19 ainsi que pour la grippe est sous-estimé parce que euh, une partie, et même une bonne partie, des personnes qui sont infectées par ces deux virus ont pas ou peu de symptômes. Ok. Euh, et donc, souvent, les infections ne sont pas diagnostiquées. Alors que pour la rougeole, la grosse majorité des personnes infectées vont avoir des symptômes. Donc, là où je voulais en venir, c'est que le R0 pour la COVID-19 ainsi que pour le virus de la grippe est très supérieur à ce qui est estimé ici et se rapprocherait plutôt de ce qu'on voit pour la rougeole. Et ces trois virus ont tous en commun que ce sont trois virus enveloppés qui sont émis via des gouttelettes de salive ou des aérosols et qui sont acquis par inhalation.
Euh, et donc, clairement, les virus qui sont transmis de cette façon ont tendance à avoir un R0 élevé. C'est une voie de transmission à l'intérieur de l'espèce humaine qui est très efficace, possiblement la plus efficace. Et d'ailleurs, en l'absence encore de vaccination, on estime que 90% de ce qu'on appelle les contacts étroits, c'est-à-dire en gros les personnes qui vont se trouver pendant un certain temps minimum, il y a plusieurs façons de le calculer, ça, à une distance proche d'une personne affectée, mettons à moins de 2 mètres d'une personne affectée pendant plus de 10 minutes. Il n'y a pas de... euh, tout le monde ne s'entend pas sur la définition exacte de contact étroit, mais imaginez quelque chose du genre. Donc, 90% de ces personnes vont être infectées. De plus, ce qui est remarquable avec la rougeole, c'est que les transmissions se font à l'intérieur d'un temps vraiment court. Donc, typiquement, les personnes affectées, ce sont des enfants. Et lorsque ces personnes donc sont contagieuses, euh, en l'espace de quelques jours, peut-être de juste 1 ou 2 jours, le virus aura été transmis aux autres membres de la famille, notamment frères et sœurs, et puis aura été transmis également à plusieurs personnes à l'école ou à la garderie. Alors, un petit rappel pour pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça dans mes autres vidéos, et puis peut-être de la nouvelle information pour les autres. Lorsqu'on parle de gouttelettes de salive ou d'aérosols qui transmettent ces virus respiratoires, donc COVID-19, grippe euh, et rougeole, euh, on parle à peu près de la même chose. Ok, ce sont toutes des gouttelettes qui sont émises par les personnes infectées. La différence entre ce qu'on appelle gouttelette et ce qu'on appelle aérosol, c'est vraiment la taille. Plus c'est petit, plus on a tendance à appeler ça des aérosols. Il n'y a pas nécessairement une frontière stricte entre les deux définitions, mais les gouttelettes très petites, on les appelle des aérosols, et ces petites gouttelettes, elles sont plus légères, donc sont capables de subsister dans l'air, donc de flotter dans l'air, si vous voulez, pendant un certain temps, jusqu'à 2 heures après avoir été émises. Donc, ça vous donne une idée de la période de transmission. Euh, il y a possibilité, en tout cas théorique, de transmission via des surfaces. Donc ça, ce serait le cas de figure où une personne infectée peut-être éternue dans ses mains ou se gratte l'intérieur du nez, ensuite touche une surface. Ok. Et ensuite, une autre personne pourrait toucher la même surface et se gratter le nez à son tour et être infectée de cette façon. Mais quand bien même c'est théoriquement possible, je pense que la majorité des personnes s'entendent à dire que c'est très minoritaire comme type de transmission. Et c'est d'ailleurs la même chose pour COVID-19 et pour la grippe. Les transmissions, c'est vraiment par inhalation. Donc là, le symptôme, comme on le verra un petit peu plus tard, le symptôme le plus courant pour la rougeole, en tout cas pas le plus courant, excusez-moi, mais le plus connu, ok, le plus reconnaissable, c'est l'éruption cutanée qui est vraiment caractéristique. Et il faut comprendre que les transmissions sont possibles typiquement pendant quelques jours avant le début de cette éruption cutanée, euh, à un moment où les symptômes sont peu spécifiques. Comme on le verra à la diapo suivante. Et donc, évidemment, ça facilite les transmissions parce que les personnes, les enfants infectés et puis surtout leurs familles ne, ne comprennent pas immédiatement que l'enfant a la rougeole. Ça peut être pris pour une autre maladie, pour un rhume commun, par exemple, ou pour la grippe. Donc, parmi les symptômes peu spécifiques qui apparaissent avant les symptômes cutanés, donc on a la toux, et la toux, évidemment, est va être un élément important des transmissions. Donc, quelques petites précisions sur la pathogénèse. Donc, c'est là qu'on va parler de maladies et de symptômes. Ici, un petit graphe en anglais qui donne vraiment un résumé succinct
euh, des symptômes. Alors, pour la rougeole, il y a une période d'incubation. Ça, c'est une période, la période qui sépare l'infection initiale avec le début des symptômes. Cette période d'incubation, elle dure typiquement 1 à 2 semaines, parfois jusqu'à 3 semaines. Par la suite, on va avoir des symptômes qu'on appelle parfois prodromiques, mais en réalité, ce que ça signifie, ce sont des symptômes annonciateurs, donc des symptômes peu spécifiques. On parle de fièvre, on parle de toux, on parle de congestion, parfois les yeux un petit peu humides. Donc ça, ce sont des symptômes qui peuvent être causés par beaucoup d'infections différentes. Ça peut être causé par le rhume ordinaire. Donc encore une fois, ça mène à ce que la maladie soit généralement pas diagnostiquée suffisamment rapidement. Il y a une exception, euh, mais la majorité des gens ne connaissent pas ce symptôme. C'est quelque chose qu'on appelle les signes de Koplik. Donc ce sont des petites lésions qui apparaissent dans la bouche, qui sont parfois blanches, comme ici, qui sont parfois bleutées, sur un fond plutôt plus rougi que l'ordinaire. Ok, donc il y a un petit peu d'inflammation. Et ces symptômes-là apparaissent typiquement en moyenne 2 jours avant les éruptions cutanées. Et ces signes de Koplik, ils sont plus utiles pour diagnostiquer correctement la rougeole. Cependant, ils ne sont pas toujours présents. Ils sont présents chez environ 70% des personnes atteintes. Alors, donc, par la suite apparaissent les éruptions cutanées. Donc, les éruptions cutanées, elles ressemblent un petit peu à ce qu'on voit sur cette photo représentative. Elles apparaissent au niveau du cou et du visage. Le plus souvent, elles commencent en fait à apparaître derrière les oreilles. Et elles vont se répandre en direction du bas du corps, mais elles ne vont pas toucher la paume des mains et la plante des pieds. Ok. Donc, ça, c'est une caractéristique de ces lésions. Le virus n'est pas transmis à d'autres personnes à partir de ces lésions. Ok. Euh, et ces lésions, elles sont causées par la réponse immunitaire à l'infection. Euh, donc, ce symptôme est très caractéristique. Il est présent chez quasiment toutes les personnes infectées. Un autre symptôme qui est très présent, c'est la conjonctivite. Donc une inflammation au niveau des yeux. Une caractéristique de l'infection par la rougeole, c'est que euh, l'infection s'accompagne d'une immunosuppression qui est profonde, qui peut être temporaire, mais qui peut aussi être prolongée. Donc, immunosuppression, ça signifie que le corps perd sa capacité de répondre correctement à des infections. Ok. Donc, toutes les infections, pas seulement celles par le virus de la rougeole. Cette immunosuppression, elle est bien sûr liée au fait que les lymphocytes, de même que d'autres cellules du système immunitaire, comme les cellules dendritiques et les macrophages, sont infectés par le virus de la rougeole. Et en particulier, les cellules qu'on appelle les cellules mémoire du système immunitaire sont touchées. Et la conséquence de ça, c'est que dans les cas les plus sérieux, l'infection par la rougeole peut effacer en quelque sorte la mémoire immunitaire d'infection ou de vaccination précédant la rougeole. Donc, si un enfant avait été vacciné, par exemple, pour le tétanos, et ensuite aurait la rougeole, dans certains cas, il est possible que le vaccin contre le tétanos soit euh, ait perdu son efficacité parce que les cellules mémoire spécifiques à la toxine du tétanos auraient été détruites. La rougeole est typiquement une maladie dont on guérit.
ok, sans laisser beaucoup de traces, à part ce problème d'immunosuppression qui dure plus ou moins longtemps. Mais dans un certain pourcentage de cas, il y a des complications. Et les complications, il y a de multiples complications possibles. On peut avoir des pneumonies, des bronchites, de l'otite, de la diarrhée, de l'encéphalomyélite, qui est une inflammation au niveau du cerveau. Ces complications sont souvent causées par des infections secondaires, c'est-à-dire des infections pas par le virus de la rougeole lui-même, mais par le fait que, le fait que d'autres microbes, donc d'autres bactéries ou d'autres virus, infectent la personne qui a la rougeole, profitant de l'état d'immunosuppression temporaire. Euh, Et par ailleurs, une une des complications possibles, c'est la transmission verticale, c'est-à-dire la transmission de la femme enceinte à son bébé. Cette transmission se fait souvent à la naissance. Et par ailleurs, chez les femmes infectées, il y a des risques accrus de fausse couche, donc ce qu'on appelle d'avortement spontané. Et ces risques de rougeole congénitale, donc acquise à la naissance, ainsi que de fausses couches, sont plus élevés dans les pays à revenus faibles, donc les pays en développement. Et on parlera un peu plus tard, un petit peu plus en profondeur de cette différence de risque de complications dans les pays dépendant du niveau socio-économique. Donc on va en fait en parler immédiatement. Donc, le taux de létalité, et je rappelle que la létalité, c'est le calcul du pourcentage de personnes qui vont décéder d'une maladie parmi les personnes qui ont été infectées par le microbe qui cause la maladie. Alors, le taux de létalité pour la rougeole, il varie beaucoup d'un pays à l'autre et le facteur essentiel qui gouverne cette variation, c'est le niveau socio-économique. Donc, dans les pays à revenus élevés, c'est-à-dire la plupart en fait, pas c'est-à-dire, mais incluant la plupart des pays occidentaux, le taux de létalité est d'environ 0,1%. Mais si on regarde les pays à revenus qui sont classés à revenus faibles ou moyens, la moyenne est de 2%, donc 20 fois plus de létalité. Et puis, on a des pics jusqu'à 5% dans les pays à revenus les plus faibles. Et ça, c'est euh, très bien illustré dans ce graphe qui montre l'évolution euh, du, euh, euh, du nombre de décès causés par la rougeole dans les différentes régions entre 2000 et 2021. Donc, ce sont les régions telles qu'elles sont classiquement définies par l'OMS. Et vous voyez donc les codes de couleur. Vous voyez que le plus grand nombre de décès en 2000, et c'est encore le cas dans les années récentes, c'est sur le continent africain. Et euh, en, euh, en deuxième, on aurait des pays asiatiques, encore qu'il y a eu une grosse réduction de la mortalité dans ces pays asiatiques. Et puis, en troisième, mais maintenant en deuxième position, des pays du Moyen-Orient. Euh, pour ce qui concerne l'Europe et les Amériques, donc Amérique du Nord et Amérique du Sud ensemble, en réalité, le niveau de décès causé par la rougeole est tellement bas on le voit à peine sur sur ce graphe. Donc, qu'est-ce qui explique ces différences entre pays à revenus élevés et pays à revenus faibles? On a pu identifier la malnutrition comme un facteur important. Donc, la malnutrition affecte le système immunitaire et les personnes avec un système immunitaire qui est déjà affecté à la base sont beaucoup plus à risque de développer des complications
euh, suite à l'infection par la rougeole. Et en particulier, ils sont beaucoup plus à risque de développer une immunosuppression profonde. Comment est-ce que on diagnostique l'infection par la rougeole? Essentiellement, il y a deux méthodes. Premièrement, on va détecter directement une molécule du virus, et ça va être le génome du virus, donc l'ARN viral, par une méthode qu'on appelle la PCR précédée de reverse transcription. Donc, ce que ça signifie, c'est que l'ARN viral va être copié en ADN et ensuite l'ADN va être amplifié par PCR et le Q ici, il signifie quantitatif. Donc, on va être capable de calculer la concentration en virus dans l'échantillon. Et la nature de l'échantillon, ben, on va aller chercher le virus là où il est accessible le plus facilement, c'est-à-dire au niveau du nasopharynx, alternativement au niveau dans la gorge. Donc, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait pour COVID-19. Il y a plus de chances de pouvoir détecter le virus avec un échantillon au niveau du nasopharynx, c'est-à-dire en gros les couvillons le plus profondément possible dans la narine. La deuxième méthode pour détecter ce virus, c'est d'aller chercher des anticorps qui apparaissent en réponse à l'infection. Les anticorps qui apparaissent le plus précocement face à toute infection, ce sont des anticorps de type IgM. Donc, on va aller chercher des IgM spécifiques à ce virus. Et pour ça, on utilise une technique qui permet de, euh, de, de détecter et dans une certaine mesure de quantifier ces anticorps et qui est l'ELISA. Donc, ces anticorps-là, on va les chercher cette fois-ci dans le sang. Euh, donc, si on regarde un schéma montrant l'évolution de l'infection et avec également les symptômes, on va pouvoir avoir une idée de à quel moment est-ce qu'on a le plus de chances de détecter ce- cette infection. Donc, au début, comme je l'ai dit, il y a une phase d'incubation sans symptômes qui dure environ 1 à 2 semaines, parfois un peu plus. Ensuite, ici, c'est ce qu'ils ont appelé la phase d'invasion, mais qui est dans laquelle il y a en fait quelques symptômes, les symptômes non caractéristiques de tout maux de tête, etc. Euh, donc cette phase initiale, c'est pas là où on a le plus de chances de détecter le virus, encore qu'il peut être détecté par PCR. Ok, c'est ce qui est indiqué ici. Mais le moment où on a le plus de chances de correctement identifier l'infection par PCR, c'est de façon concomitante avec les symptômes cutanés, donc la phase dans laquelle on a une, euh, une éruption cutanée, là où on a les boutons. Suite à cette phase cutanée, dans les jours qui suivent, on peut encore détecter le virus dans les voies respiratoires, mais avec un petit peu moins de chance. Donc, la période optimale, c'est la période pendant laquelle on a les symptômes cutanés. Et ça, c'est important de comprendre que, parce qu'évidemment, ce qu'on veut éviter, ce sont ce qu'on appelle les faux négatifs. Ok. D'avoir un test qui est négatif et on en conclut qu'il n'y a pas d'infection, alors qu'en réalité, il y en a une, simplement euh, le virus n'était pas présent dans le prélèvement parce que c'était pas le moment optimal, parfois parce que le prélèvement n'a pas été fait correctement, parfois parce qu'on n'a pas de chance et qu'il n'y avait pas de virus à l'endroit où on a gratté. Pour ce qui est des anticorps, eux, ils sont détectables un petit peu plus tardivement, évidemment. Il faut laisser le temps au système immunitaire de ce qu'on appelle monter, donc une réponse immunitaire, construire une réponse immunitaire. Il y a des lymphocytes B qui doivent être activés pour produire les anticorps, etc., etc. Donc, on peut commencer à les détecter quelques jours après le début euh, euh,
euh, de la phase où on a des éruptions cutanées. Euh, Ces IgM-là, on peut par contre les détecter pendant plusieurs semaines après cette phase. Évidemment, c'est généralement plus bénéfique pour le patient si on est capable de euh, diagnostiquer l'infection le plus tôt possible. Et donc, le test de la PCR a, euh, da- je dirais, davantage d'intérêt euh, en termes euh, de savoir quelle est quelle est l'infection, puis ce qui va pouvoir être fait pour le patient. Alors, par la suite, quels sont les différents traitements qui existent? Il n'y a pas de traitement antiviral spécifique qui est disponible pour le virus de la rougeole. Ça peut paraître surprenant depuis le temps qu'on connaît le virus de la rougeole. Euh, on a un vaccin qui existe depuis plus longtemps que moi j'existe. Et donc, on pourrait penser que quelqu'un, quelque part, à un moment donné, aurait isolé une molécule euh, pourrait être utilisée en traitement. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de traitement antiviral. On est capable de traiter les cas les plus sérieux par des immunoglobulines. Donc, les cas les plus sérieux, c'est-à-dire les personnes qui vont avoir le plus de les symptômes, euh, les symptômes plus importants ou qui vont montrer assez vite des complications. Souvent, ces personnes-là vont être des personnes immunodéprimées, ok? Donc, qui ont une immunodépression avant même d'être infectées par le virus de la rougeole, qui, bien sûr, va, comme je l'ai expliqué, qui va augmenter encore plus cette immunosuppression. Donc, les immunoglobulines, en réalité, ce sont des solutions, dans le fond, des préparations d'anticorps qui proviennent de personnes qui sont convalescentes, donc qui ont été infectées et qui donc évidemment ont produit une réponse immunitaire après cette infection. Donc, ils ont des anticorps dirigés contre le virus de la rougeole. Ok. Et c'est ce qui va aider les personnes chez qui on injecte ces immunoglobulines. Théoriquement, il est également possible d'utiliser des anticorps qui proviennent de personnes non pas infectées naturellement, mais qui proviennent de personnes vaccinées, de préférence des personnes vaccinées relativement récemment. Ce sont celles qui vont avoir le plus d'anticorps. Et puis évidemment, dépendant des complications, il y a des traitements qui vont pouvoir être appliqués. Exemple, dans les cas heureusement rares où la personne infectée fait de l'encéphalomyélite, donc une inflammation au niveau du cerveau qui va augmenter le volume du cerveau, c'est une complication très dangereuse, ben, on peut utiliser des corticostéroïdes pour faire diminuer cette inflammation. Ensuite, quelles sont les méthodes de prévention face à l'infection? Donc, comme on le sait tous, il y a un vaccin qui existe contre la rougeole. C'est un vaccin de type atténué, c'est-à-dire que c'est un virus de la rougeole qui est vivant, mais qui a subi un certain nombre de mutations qui le rend beaucoup moins apte à causer de la maladie chez l'humain, mais qui va déclencher une réponse immunitaire importante, qui va donc protéger les personnes vaccinées contre l'infection par le virus non muté, le virus ordinaire. Ce vaccin atténué contre la rougeole, qui a été conçu dans les années 1960, il est généralement couplé à d'autres vaccins atténués pour donner un mélange qu'on appelle typiquement le RRO. Donc rougeole, rubéole, oreillon. Il y a plusieurs versions de ce vaccin RRO qui existent au Canada, parfois combiné à un vaccin contre le virus qui cause la varicelle. Euh,
Les personnes qui sont nées en 1970 ou avant, la majorité d'entre eux n'ont pas reçu ce vaccin. Euh, et pour cette raison, la grosse majorité d'entre eux ont été infectés par la rougeole à la petite enfance. Donc la majeure partie de ces adultes sont présumés bénéficier d'une immunité naturelle. Heureusement pour la rougeole, l'immunité naturelle est de longue durée. La vaccination, elle est recommandée euh, bien sûr pour les jeunes enfants, puisque typiquement lorsqu'il y a des épidémies, ce sont les enfants qui sont les plus susceptibles. Mais elle est recommandée également pour tous en cas de voyage dans des zones endémiques. Donc, même si une personne est née avant 1970, une immunisation qui serait dans le fond un rappel est recommandée par les autorités, en tout cas ici au Canada. Également pour les militaires qui sont parfois amenés à soudainement se retrouver à l'étranger dans des zones de conflit, évidemment, cette vaccination fait partie des vaccinations qui sont recommandées. Le port du masque, tout comme pour COVID-19 ou pour la grippe, va diminuer significativement les chances de transmission. Mais là encore, je vous rappelle que euh, le plus utile, c'est lorsque la personne infectée porte un masque. Euh, donc, c'est ce qui va avoir le plus de bénéfices. Ça va empêcher d'émettre des gouttelettes de salive qui pourraient être donc inhalées par les personnes autour d'elles. Comme on le sait tous, porter un masque lorsque on a une infection respiratoire, ben, c'est pas encore entré dans les mœurs. Dans les pays occidentaux, on le voit un petit peu, pas toujours, appliqué de la meilleure façon. Et puis, tout le monde n'a pas nécessairement compris que le plus utile, c'est lorsque les personnes infectées elles-mêmes portent le masque plutôt que le reste des personnes. Euh, mais euh, euh, je vous dirais que la réalité, c'est que c'est un geste utile qui euh, devrait, euh, euh, devrait idéalement se développer dans le futur. Donc, si on parle de désinfection de surface ou d'objets divers, et donc ça revient à parler d'inactivation du virus, tout comme la plupart des virus enveloppés, justement, tels que rougeole, euh, pardon, tels que la grippe COVID-19, mais aussi d'autres virus comme le VIH ou l'hépatite. C'est un virus qui est très sensible à la plupart des désinfectants qui existent. Le virus de la rougeole est très facile à tuer par des produits chimiques. Donc, l'hypochlorite de sodium, c'est-à-dire l'eau de Javel, va être efficace. Le peroxyde efficace, tout ce qui est détergent va tuer très facilement ce virus-là. Ok. Ensuite, c'est un virus qui est inactivé facilement à la chaleur. Donc, si on chauffe à plus de 60 degrés, le virus va rapidement être détruit. Également, différents types d'irradiation, tels que, bien sûr, les rayons gamma qui tuent la plupart des microbes, mais également les rayons ultraviolets vont facilement tuer ce virus. Cependant, comme je l'ai dit plus tôt, les surfaces et les objets ne sont pas des sources importantes de transmission de ce virus. Donc, si on pense en termes de prévention, eh bien, plutôt que de penser à désinfecter des surfaces, c'est vraiment les transmissions de particules, euh, euh, enfin, de particules, de gouttelettes de salive par aérosol qu'il faut empêcher. Et donc, à nouveau, on parle de port du masque. On peut parler aussi de ventilation. Augmenter la ventilation, notamment dans les écoles, dans les garderies, logiquement, ferait diminuer les risques de transmission. Donc, pour mes étudiants qui ont accès euh, au, euh,
au document. Je vous indique qu'il y a des ressources en français qui sont disponibles aussi bien au niveau du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de l'OMS. Donc, vous pourrez copier-coller ça si ça vous intéresse ou juste cliquer sur les liens. Pour tous les autres, ce sont des ressources qu'il est assez facile de trouver dans Google. Alors, merci de votre attention et puis je vous retrouve dans la deuxième présentation par vidéo qui va concerner spécifiquement la réémergence du virus euh, dans les années récentes en lien avec la diminution du pourcentage de personnes vaccinées contre ce virus. Merci.